En manchette aujourd'hui, le crapaud renaît et présente un premier spectacle et Saint-Cuthbert adopte divers règlements de zonage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 23 août. La municipalité de Saint-Cuthbert a adopté divers règlements de zonage hier en assemblée spéciale. Ces règlements touchent les utilisations dans des zones rurales et dans le cœur du village. Comme on le constate, l'évolution des demandes d'utilisation sont maintenant diversifiées. La municipalité a décidé d'agir à la pièce, comme le mentionne Richard Bellumeur, le maire, dans l'extrait que nous vous présenterons. Mais force de constater que la municipalité, tout comme d'autres municipalités dans la MRC de Dautré, réfléchit à une mise à niveau de ces règlements de zonage. Elle envisage, comme le fait présentement la ville de Berthierville, à demander l'expertise d'une firme spécialisée dans le domaine. La réflexion est importante si on veut s'assurer que de mauvaises surprises, comme ça s'est déroulé par le passé à Saint-Ignace et même à Berthierville, ne viennent troubler la quiétude des citoyens. Donc, on écoute un extrait de cette séance spéciale à Saint-Cuthbert. Règlement 332. Donc, c'est un règlement, dans le fond, c'est pour permettre les habitations bifamiliales isolées dans la zone 3C. Là, Annie, tu me disais que tu allais te retirer. Déclare ton intérêt. OK, parfait. Donc, dans les attendus, donc, il y a une compagnie à numéro représentée par M. Jacques Turcotte qui a fait une demande de modification au règlement relatif au zonage afin de permettre la construction d'une habitation de type bifamiliale dans la zone 3C. La zone 3C, c'est la zone de la route Fafard. Donc, la compagnie à numéro a le projet de convertir l'ancien salon funéraire situé au 100 route Fafard à Saint-Cuthbert en résidence bifamiliale. La note 12 à la grille de spécification pour la zone 3C ne permet les résidences bifamiliales que par l'aménagement d'un logement au sous-sol d'une résidence existante. Attendu que le Conseil est d'avis que la note 12 à la grille de spécification n'a plus sa raison d'être. Donc, c'est dans le fond déposer l'avis de motion et adopter le projet de règlement tel que présent. Le règlement numéro 333, dans le fond, il est pour diviser la zone 22A existante, la diviser en 3 zones. Ça fait longtemps que le conseil municipal veut le faire, donc on se trouve à réduire la zone 22A et à créer 2 autres zones qui sont les 22A1 et 22A2. Là, dans le projet de règlement, je vous ai remis, j'ai mis les schémas, là, c'est peut-être pas clair, là, parce qu'il y a beaucoup de détails dedans, mais on voit l'ancienne zone 22A et la nouvelle, ainsi que les nouvelles zones 22A1 et 22A2. Oui. Essentiellement, la 22A1 part du sud de la municipalité, puis va être délimitée par... attendez un peu. Va être délimitée par la route Saint-Esprit, qui va remonter la rue principale, excusez-moi, le rang sud, passer par la traverse du Moulin d'Ousset, puis aller rejoindre le rang York. Okay. Ensuite, en haut de ça, on a la zone 22A comme on connaît actuellement. Puis la zone 22A2 va représenter la partie nord de l'actuel 22A à partir de la voie ferrée du CN, dans le fond. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, le règlement numéro 334. Oui, lui, ce règlement-là, il est pour permettre les usages mixtes dans certaines zones du périmètre urbain. Donc, en fait, là, de la façon que ça va se faire, c'est qu'on va rajouter au règlement sur le zonage, le règlement 82, on va rajouter l'article 8.2.9. OK? Je vais lire les spécifications de cet article-là. Donc, ça dit qu'un bâtiment principal à usage mixte est un bâtiment pouvant abriter 2 groupes d'usages différents autorisés dans la zone où il est situé et il doit respecter les conditions suivantes. Donc, c'est pour un bâtiment principal, normalement, a le droit à un usage
principal. Puis là, ça va être permis à 2 usages principaux. Si ils remplissent les conditions, donc le bâtiment principal à usage mixte est permis dans les zones prévues à la grille de spécification à l'item normes spéciales. Donc, on va rajouter une colonne usage mixte dans la section des normes spéciales. Les usages principaux doivent se situer à l'intérieur d'un seul bâtiment. Donc, ça concerne juste le bâtiment principal. Donc, il ne pourra pas avoir un bâtiment principal qui est usage résidentiel et sur le même lot un deuxième bâtiment qui va servir commercial. Si la personne veut faire ça, elle doit avoir 2 lots différents. Okay? Donc, c'est vraiment dans le même bâtiment. C'est le projet de règlement, là. Il faut l'adopter. On peut étudier ton cas spécifique pour voir si ça te convient, là. OK. Un des 2 usages principaux doit obligatoirement être un usage du groupe résidentiel et un usage du groupe commercial ou public institutionnel. Okay? Ensuite, les opérations des usages commerciaux sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal et aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur. L'usage commercial n'émet ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit qui sont une source de nuisance pour le voisinage. Il est obligatoire d'aménager des espaces de stationnement supplémentaires pour les fins d'un tel usage. Puis toutes les autres normes et dispositions concernant les bâtiments principaux sont applicables aux bâtiments d'usage mixte. Donc, ce règlement-là n'exclura pas l'application des autres articles là, qui vont concerner les bâtiments principaux. Puis l'article 3, là, dans le fond, qui dit que la grille de spécification, il va y avoir une colonne qui va être rajoutée qui va s'appeler usage mixte. Puis, dans le fond, qu'on va permettre l'usage mixte, OK, dans les zones 3C, ça c'est la zone de la route Fafard, la zone 4HC, ça c'est la zone entre la route Fafard, le long de la rue principale, aller jusqu'au presbytère, puis la zone 7HC, qui est la zone de la rue principale, à partir de la rue Chenevert, aller jusqu'à la zone agricole. Donc, ces 3 zones-là, ça va être permis d'avoir dans le même bâtiment un usage résidentiel et un usage commercial. Donc, là, on a vu, on a encore plein de questions. On y va à la pièce. On a changé 3 parties de règlement parmi tout notre règlement de zonage. Bien, c'est pour ça que le Conseil songe à engager une firme pour faire un règlement de zonage adapté à 2022 ou 2023. Selon nos besoins au goût du jour de toutes les municipalités. Disons qu'on ne veut plus y aller à la pièce puis y aller avec des personnes qui ont une expertise X pour traiter de ce sujet-là. Donc, à suivre ce dossier-là. Maintenant, situé à Saint-Félix-de-Valois, le Crapaud de la Naudière présentera sa programmation d'automne à l'auditorium de l'école secondaire L'Érablière, rue principale, en attendant que les travaux du centre Yvon-Sarrazin soient réalisés. Pour son tout premier spectacle à Saint-Félix-de-Valois, qui aura lieu samedi le 17 septembre à 20h, le Crapaud propose une soirée toute spéciale avec un plateau double qui réunira sur scène 2 projets des frères Simon et Éric Baudry, chanteurs et musiciens lanaudois bien connus, également actifs dans divers groupes trad des plus réputés, dont le Vent du Nord, de temps en temps, et la Bottine souriante. Le talentueux chanteur Simon Baudry et le pianiste virtuose Philippe Prudhomme s'unissent afin de présenter un concept inédit au Québec, un récital intimiste inspiré de l'album Chansons en noir et blanche, qui fusionne la chanson traditionnelle et la musique classique de concert. Le duo Baudry-Prudhomme relève le défi de créer un pont entre ces 2 genres musicaux tout en conservant l'intégrité de chaque style. Le duo met aussi de l'avant de magnifiques chansons d'auteurs, on parle de Gilles Vigneault, Jean-Claude Mirandette, Léo Ferré, ainsi que quelques pièces instrumentales du répertoire moderne et contemporain. En deuxième partie, l'auteur, compositeur, interprète Éric Baudry présentera un spectacle folk en solo inspiré de son premier album solo, La Futilité. Découvrez cet artiste de Saint-Côme sous un jour nouveau
lors de ce spectacle qui met de l'avant mandoline, voix et sifflement. Une occasion rare d'entendre ces deux projets sur une même scène. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 23 août, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Denise Gladu. Si, en ce 23 août, c'est votre anniversaire, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Ce jeudi débutera le festival Fou du théâtre et nous vous présentons la suite des entrevues avec Simon Boulris, entrevue qu'il nous a accordée, porte-parole de l'événement. Simon nous parle de lui, de sa carrière, des pièces qui l'interpellent et de ses futurs projets. Mais je me suis toujours vu comme étant le mot touche à tout, ça me représente bien. J'aime essayer des choses. Je pense que j'ai une désinvolture à essayer un peu tout. Je me dis toujours, ben, ce n'est que ma petite tentative, mais c'est vrai que depuis que je suis tout petit que je suis comme ça. J'ai toujours fait plein de choses, surtout dans le milieu des arts. Puis depuis que je suis comédien, donc j'ai étudié pour devenir comédien. Puis avant ça, j'avais étudié pour devenir écrivain. J'avais étudié en littérature et en danse. Donc il y a plein de domaines qui me passionnent et l'écriture, c'est vaste. L'écriture, ça peut être autant des scénarios que des pièces de théâtre, que des romans, de la poésie. Et j'ai un peu tout essayé ça. Est-ce que tu trouves ça un petit peu péjoratif? On en a parlé un petit peu avant, qu'on dise littérature jeunesse, parce que dans le fond, la littérature, ça s'adresse à tout le monde. On ne dit pas littérature pour gens âgés, on ne dit pas littérature pour gens actifs. Littérature, c'est pour tout le monde. Littérature, absolument. Tu sais, je me vois comme un auteur. Je pense que le mot auteur, c'est un mot fourre-tout qui me représente bien parce que j'écris de tout, puis pour tous les publics et pour tous les lecteurs. Tous les lecteurs. Je pense que dans certains cas, on ajoute lecteur, auteur jeunesse parce que je pense que pour les écoles, de savoir que des fois, c'est qu'on catégorise souvent dans la vie, puis je comprends bien ça. J'ai pas de souci, moi, ça me dérange pas. Je comprends que certaines personnes peuvent avoir un nivellement. Moi, c'est vraiment, on peut me dire auteur jeunesse, mais j'écris aussi pour les adultes, donc je suis un auteur surtout. Ça me représente mieux. Je travaille justement présentement sur la saison 3 de 6 degrés. Je reprends cette année-là incessamment. On reprend les tournages le 17 août, donc ça reprend très bientôt. Et sinon, ben, je suis aussi le porte-parole d'un événement littéraire qui s'appelle le Festival de littérature jeunesse de Montréal. C'est à la Chine. Canal La Chine, c'est gratuit, un événement qui est familial. Donc, ça, c'est des trucs qui s'en viennent pour moi, mais tout le temps de l'écriture. Et je fais même paraître aussi un livre ce mois-ci. C'est une bande dessinée. Je dirais que c'est pour les enfants, les ados et les adultes. C'est pour tout le monde. Ça s'appelle Déjeuner avec papa et c'est un recueil de napperons. Donc, c'est un petit garçon qui a 12 ans qui va toujours déjeuner les dimanches avec son père qui est séparé de sa mère. C'est un père qui est un peu silencieux et ensemble, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils déjeunent toujours la même chose, 2 œufs bacon. Ils conservent les napperons
et il dessine et il écrit un peu sa relation avec son père, une relation qui est pleine d'amour, mais de silence aussi. Donc, c'est un recueil de napperons. Moi, j'aime faire des objets un peu particuliers. Puis là, je trouvais ça le fun d'avoir des pages un peu salies avec du ketchup, avec des cernes de café, avec du jaune du jaune d'œuf, tout ça donc donc déjeuner avec papa qui part à la bagnole ce mois-ci. Moi, il y a paysages matériaux qui m'intriguent beaucoup. Alors, ça aussi, c'est le 25 août pendant mon spectacle, mais il y a aussi le lendemain. Si on veut voir mon spectacle, on peut revenir le vendredi 26 août. C'est au Collège de l'Assomption. Et ça, c'est vraiment inédit. Parce que ce qui est le fun avec les fous théâtres, il y a un volet, évidemment, de diffuseurs où on diffuse des spectacles qui ont déjà roulé, comme Hayden Paradise, qui est un spectacle de danse économique. On fusionne les deux et c'est passionnant, c'est drôle, c'est étonnant, on est près du cartoon. Il y a quelque chose d'un peu grotesque, tant dans le fond que dans la forme. Et c'est du théâtre un peu dansé, bougé. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment plu. Donc ça, c'est un spectacle qui roule depuis quelques temps. Les gens qui ne l'ont pas vu peuvent le rattraper comme ça. Mais il y a aussi des créations. Donc, c'est aussi, on diffuse, mais aussi on crée. Il y a des spectacles qui sont créés et Paysages matériaux, qui est un spectacle gratuit, ce sera donc au préau du collège. Et moi, ce que j'en ai entendu, ça m'a vraiment séduit. Donc, on part de 2 essais sur l'architecture, sur notre rapport à ce qui nous entoure, à ce qui nous permet d'habiter là où on habite. Donc, le premier essai, c'est L'habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer. Donc, c'est le théâtre Le Pape qui fait ça. Puis, il y a aussi les textes de Juliana Léveillé-Trudel. Donc, c'est 2 écrivaines essayistes que je trouve vraiment pertinentes, intelligentes. Et donc, à partir de ces textes-là, les 2 acteurs, je pense qu'ils sont 2, je pense qu'il y a aussi une partie intime à travers tout ça. Donc, sont en travail. Et moi, je trouve ça beau d'attraper un spectacle en plein travail, de voir en amont par où on est passé, puis peut-être revoir le spectacle 1 an ou 2 plus tard. À mi-parcours du temps le plus convoité pour les vacances, Tourisme Lanaudière dresse un bilan positif de l'achalandage touristique dans la région. Bien que la saison estivale ne soit pas terminée et qu'on promet encore des belles journées jusqu'à l'automne, Tourisme Lanaudière a lancé un appel aux attraits et hébergements de la région et 80 entreprises ont répondu à cet appel. Chez les hébergements, les résultats sont positifs avec une hausse d'achalandage tout au long de l'été, mais plus précisément, dans le secteur de l'hôtellerie, il a connu une forte hausse de fréquentation, notamment au niveau des hôtels de 40 chambres et plus. Le taux d'occupation des chalets sont en légère diminution comparativement à 2021, mais la croissance de l'offre génère tout de même un nombre record d'unités louées. Les centres de vacances sont en hausse depuis juin. La fin des mesures sanitaires et la reprise des camps de vacances traditionnels constituent les principales explications. La fréquentation dans les pourvoiries est stable avec une clientèle d'habitués chez plusieurs pourvoyeurs. La hausse serait reliée au contexte post-pandémique qui a attiré de nouvelles clientèles. Bien que très recherchés par les clientèles tendances, les lieux d'hébergement d'expérience connaissent des niveaux de fréquentation variables cet été. La réouverture des frontières semble avoir eu un certain impact sur ce segment de marché, grand consommateur de voyages internationaux. Selon le directeur général de Tourisme Lanaudière, Denis Brochu, l'importante hausse d'achalandage en hôtellerie, notamment dans les hôtels de plus grande envergure, s'explique en partie par le retour des groupes et des événements. On le cite, on peut passer par exemple à l'hôtel Château-Joliette qui a repris de façon importante les réservations corporatives comme les mariages, événements privés et d'entreprise. Le Château-Joliette rejoint également des clientèles en déplacement pour des événements comme le Festival de Lanaudière. Les attraits culturels ont le meilleur taux d'achalandage. Les vacances sont également propices aux activités et visites d'attraits touristiques, notamment en tourisme gourmand, en culture et en restauration, qui connaissent une importante hausse d'achalandage cet été. Les entreprises agrotouristiques ont vécu à plus de 50 de hausse de fréquentation, bien que l'année précédente fut déjà bonne. 78 des attraits culturels et patrimoniaux connaissent des hausses d'achalandage cet été.
Ces chiffres démontrent le retour de l'engouement pour l'offre culturelle qui a particulièrement souffert pendant la pandémie, notamment pour le volet événementiel qui a repris son envol cet été. Le secteur restauration connaît aussi une excellente croissance. La réouverture des salles au groupe et la fin des mesures sanitaires y ayant grandement contribué. L'achalandage des lieux de plein air est en légère diminution comparé à l'an dernier. Le nombre de parcs régionaux signale tout de même des chiffres en croissance par rapport à l'été pré-pandémique 2019. Cette diminution du nombre de visiteurs s'explique par la fin des restrictions sanitaires qui redonnent aux visiteurs un meilleur choix, surtout grâce au retour des activités culturelles. Finalement, les centres de santé et spa ont connu un printemps record et des mois de juin et juillet moins prisés. Cette tendance semble être provinciale si on se fie au sondage réalisé par l'Association québécoise des spas et des centres de ce genre pour l'ensemble de la province. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 août, à 77 ans, est décédée Mme Hélène Grandchamp, fille de feu Hervé Grandchamp et de feu Marie-Geneviève Landry, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais native de Berthierville. Lui ont précédé ses sœurs et son frère, Simone et Claude. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Roger Bonenfant, ses sœurs et son frère, Claire Grandchamp, Yolande Grandchamp, Germaine Grandchamp, feu Yvon Forêt. Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, sa belle-sœur Marthe Saint-Germain, feu Claude Grandchamp, ses amis René Fizet, Joanne Bonenfant et sa grande amie Jackie, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient particulièrement à remercier l'infirmière Karine de l'Auberge de la Rive et tout le personnel pour les bons soins prodigués à Mme Grandchamp avec beaucoup de dévouement et de chaleur humaine. Selon les volontés de la défunte, la dépouille mortelle ne sera pas exposée. L'inhumation aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Le 16 août est décédée Mme Marie-Josée Collin. C'est suite à un cancer des poumons que Mme Collin est partie. Native de Québec et lanaudoise depuis 1989, elle résidait au CHSLD Le Château de Berthierville depuis un AVC survenu en 2009. Amante de la vie, elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, famille et amis. Dimanche 4 septembre, dès 14h30, vous êtes conviés à un rassemblement en son honneur à la chapelle du complexe Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage sera rendu à 15h. Ceux et celles qui voudront faire un témoignage sont les bienvenus. Accidentellement, le 5 août, à 79 ans, est décédé M. Gabriel Gervais, époux de Janine Croisetière, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Gervais, Christophe Crozet, Marc Gervais, ses petits-enfants Olivier, Océane, Mathilde et Mia, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Gervais, Germain Lessard, Nicole Gervais, Florent Masson, Normand Gervais, Louiselle Lessard, Yvon Gervais, feu Jean-Paul Gervais, Colombe Lambert, feu Georgette Gervais, feu Jules Bastien, feu Claude Gervais, Julienne Bastien, feu Marcel Gervais, Jacqueline Morin, feu André Gervais, feu Réal Gervais, feu Jean-Noël Gervais, feu Charlotte Roch, feu Jules Gervais, feu Patricia Roch, feu Claudette Gervais, feu Jean-Guy Gervais, Yvon Croisetière, Jacqueline Perrault, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhaime, Régent Croisetière, Denise Girardin, Normand Croisetière, Sylvie Lamarre, feu André Croisetière, Claudette Perrault,
plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 11h au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 14h30 en la chapelle du complexe. À son domicile, le 6 août, à 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanjous-Zagraf, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Désilet, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle, Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil toute la grande famille de radioamateurs du Québec, en particulier son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi, le 27 août, dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage suivra à 16h au salon. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean-Guy Nadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 28 août de 13 à 15 heures à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo du mardi. Cet après-midi, ce sera une température de 24, un temps ressenti de 31, 10 à 15 mm de pluie. Mardi soir, c'est nuageux avec averse, une température de 23, un temps ressenti de 28, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, c'est des bancs de brouillard, une température de 18, un temps ressenti de 18, pas de pluie. Mercredi matin, ciel variable, température de 19, un temps ressenti de 20, pas de pluie. Mercredi après-midi, c'est une possibilité d'orage, une température de 27, un temps ressenti de 34, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, c'est des risques d'orage, une température de 26, un temps ressenti de 33, moins de 1 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. En terminant, nous vous rappelons que l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré aura lieu ce mercredi 24 août, 17h à la boîte à Startup 471 avenue Gilles Villeneuve à Berthierville. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 23 août. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain. Bonne fin de journée à notre antenne.